étudiante en Master 2, développement industriel. Je suis également en alternance chez Firmenich depuis bientôt 3 ans, en processus d'amélioration, en gestion d'amélioration continue des processus logistiques. Nous vous accueillons aujourd'hui avec ma promo 2020-2021 du Master 2, développement industriel pour ce webinaire sur l'écologie industrielle. Format particulier pour cette année si particulière que nous venons de vivre. En effet, la Covid nous contraint de nous réunir à distance, mais nous allons tout mettre en œuvre pour rendre ce moment dynamique et chaleureux. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être présents pour cette édition de la conférence du Master Développement Industriel, conférence qui a un côté un peu particulier, effectivement, comme l'a souligné Elona. Mais bon, nous avons travaillé pour vous fournir une conférence de qualité. Alors moi, c'est Koseila Korchit, étudiant de ce Master Développement Industriel. Je suis également alternant chez Oticon Medical en transport et logistique. La première règle de l'écologie, c'est que tous les éléments sont liés les uns aux autres. C'est une belle phrase, mais elle n'est pas de moi, malheureusement. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'elle résume le thème de notre conférence, l'écologie industrielle. Alors qu'est-ce que l'écologie industrielle? C'est un mode d'organisation industrielle qui vise à fournir les ressources par la synergie, par l'innovation et par j'ai un petit trou. Les nouveaux modes de consommation. Les nouveaux modes de consommation. Alors, cette symbiose met en place, elle sert à mettre en place le développement industriel. Mais malheureusement, des questions soulèvent cette symbiose. Comment mettre en application cette organisation, quelles sont les éventuelles limites et quels sont les résultats déjà observés et comment les appliquer. Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir 7 intervenants qui sont experts dans leur domaine, qui vont nous partager leurs expériences et qui vont tour à tour expliquer leur vision de l'écologie industrielle. Avec mon camarade Koseila, nous sommes chargés d'animer et de modérer cette conférence, ce webinaire. N'hésitez pas à utiliser les questions-réponses afin d'interagir avec les intervenants ou si vous avez des soucis techniques, nous sommes là pour y répondre. Et je laisse maintenant la place à Monsieur Patrice Bougette, enseignant-chercheur à l'Université Côte d'Azur, mais aussi membre du GREDEG, qui va nous parler des défis réglementaires et établir un état des lieux de l'écologie industrielle. Monsieur Bougette. Version plein écran. Voilà, super. Donc bonjour, je me présente, Patrice Bougette, donc enseignant depuis plusieurs années au sein du Master Développement Industriel. Je voudrais d'abord avoir un mot chaleureux pour l'ensemble des étudiants du Master qui ont organisé cette session. Donc, je suis ravi de pouvoir commencer en faisant le parallèle entre l'écologie industrielle et puis également les questions de concurrence, puisque voilà, les étudiants de Master 1 cette année et les étudiants de Master 2 qui m'ont eu l'année dernière savent que je travaille sur des questions de politique de concurrence. Alors, on va commencer. Je ne sais pas, ici. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, voilà le plan de ma présentation. Je vais d'abord vous dire quelques mots sur l'écologie industrielle et puis ensuite vous parler de réglementation et de concurrence. Réglementation dans le sens où il y a eu des politiques qui ont été mises en place pour pouvoir inciter les acteurs à avoir plus de circularité en termes d'économie, et puis également la partie du contrôle des comportements des entreprises avec les politiques de concurrence qui doivent être fortes par rapport à ces acteurs. Et puis ensuite, on conclura en lançant quelques points de discussion. Alors, l'introduction, simplement pour vous dire que quand j'ai commencé à regarder qu'est-ce que c'était que l'écologie industrielle, donc les étudiants l'ont bien défini également, mais en réalité, ça peut paraître un oxymore dans le sens où on peut se demander initialement, est-ce que l'industrie peut être écologique et est-ce que l'écologie peut être industrielle?
Donc c'était vraiment un point assez majeur par rapport à la citation là que vous voyez donc apparaître à l'écran, qui est issu de l'Université de Lausanne, un expert en écologie industrielle. Et l'objet de cette présentation, et puis même l'objet de cet après-midi, c'est de montrer qu'au contraire, non, on peut avoir une écologie tout à fait industrielle, puis on peut avoir une industrie tout à fait soutenable. Voilà. Alors, plus précisément, qu'est-ce que c'est que l'écologie industrielle? C'est effectivement donc tout d'abord une communauté de scientifiques, d'ingénieurs qui se sont posés cette question de savoir comment faire fonctionner le marché en s'appuyant sur la circularité. Voilà, et donc c'est d'abord une approche qui est véritablement interdisciplinaire. Tout d'abord des ingénieurs, donc sciences dures, mais également nous avons donc des chercheurs en sciences humaines et sociales, qui vont permettre de pouvoir montrer comment la circularité de l'économie peut être efficace en termes de production soutenable. Voilà, et donc on a eu des premières expériences fin des années 80, début des années 90, notamment donc aux Pays-Bas, qui ont été concluantes en la matière. Alors, au sein de l'écologie industrielle, on a également ce qu'on appelle l'écologie industrielle territoriale, qui rajoute une solution territoriale et coopérative au niveau des acteurs. Et c'est véritablement donc une transformation des systèmes de production et de consommation qui favorise le bon fonctionnement, quasiment en quasi-boucle fermée. C'est-à-dire que finalement, il va avoir un rôle essentiel des institutions et également un rôle essentiel des autorités publiques locales pour soutenir cette circularité. Alors là, vous voyez un extrait issu de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, une loi de 2015 en France, qui montre très bien finalement le but de l'écologie industrielle et territoriale, et qui montre aussi que finalement l'objectif, c'est aussi de limiter l'impact environnemental de la production, mais tout en améliorant la compétitivité économique et puis également l'attractivité des territoires. Donc la dimension territoriale, la dimension de viabilité de cette approche est cruciale, et on peut voir donc effectivement que la compétitivité doit être protégée absolument. Alors tout d'abord, une première section, de dire que la réglementation a été croissante en termes de circularité pour mettre les incitations là où il faut pour que les acteurs puissent intégrer plus de circularité dans leur comportement économique. Donc tout d'abord, au niveau européen, au niveau de l'Union européenne, nous avons eu le paquet, comme on dit, c'est-à-dire un ensemble de directives européennes qui ont été appelées économie circulaire, qui ont commencé sur des travaux de 2015, mais qui ont été validés par le Parlement européen en 2018, avec un rapport d'étape, et qui donnent donc des grandes ambitions, par exemple, de la circularité, notamment par le recyclage des déchets au niveau municipal, qui doit atteindre 25% au niveau de 2025, et puis tendre vers des chiffres bien plus ambitieux. Deuxième étape, le Green Deal, ou ce qu'on appelle le pacte vert, donc en 2019, qui a une intégration au niveau de l'environnement bien plus large que l'économie circulaire, avec notamment, vous voyez, un volet d'économie circulaire, notamment donc des exigences en contenu minimal, effectivement, avoir aussi des produits qui sont bio, disons, qui sont bas carbone dès le départ, qui peuvent être recyclés et qui peuvent être donc intégrés dans cette approche, et puis également donc une volonté de couvrir l'ensemble des objectifs environnementaux en intégrant donc des éléments à la protection de la biodiversité, à la circularité, également à la réduction de la pollution. Et puis l'année dernière, juste avant la crise du Covid, l'Union européenne s'était lancée dans un plan d'action pour l'économie circulaire et qui permettait de mettre le focus sur différents secteurs d'activité, notamment l'électronique, mais également les batteries, les emballages, etc. Donc tout ce qui peut être susceptible d'intégrer encore plus de circularité. Au niveau français, bien évidemment, donc les directives européennes ont été transposées petit à petit au niveau national, donc dans tous les pays membres de l'Union européenne, donc ça prend un peu de temps. Nous avons ce que j'avais cité tout à l'heure, donc la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte au niveau français, avec sa feuille de route sur l'économie durable en 2018, donc avec l'économie circulaire, c'est-à-dire 50 mesures pour une économie 100% circulaire. Et puis l'année dernière, la loi donc, du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire, qui là aussi est très ambitieuse pour l'économie française.
Alors finalement, cette thématique de la régulation, de la réglementation des activités environnementales, des activités éco-industrie, ce sont donc des thématiques qui intéressent grandement les économistes. Alors par exemple, on a évidemment donc une contribution croissante des éco-industries au sein de l'activité économique. Vous voyez par exemple ce graphique, ce sont des données Eurostat sur les 27 pays membres qui montrent que finalement dans les années 2000-2010, il y a eu un décollage de la contribution des activités éco-industrielles, aussi bien donc en termes de valeur ajoutée que en termes d'emploi par rapport à la moyenne de l'activité économique au sein de l'Union européenne. Ensuite, bien évidemment, ça nous pose cette question de comment réglementer, quelles peuvent être les politiques de soutien adéquates sur ces secteurs, et puis également aussi d'un point de vue un peu plus théorique, la question de l'asymétrie d'information entre les régulés, c'est-à-dire les entreprises, et puis également donc les régulateurs. Donc là, il y a vraiment des sources de recherche en économie. Pour l'aspect plus économie circulaire, donc là, les économistes sont souvent face à une complexité d'analyse, notamment de l'interdépendance entre une multitude de marchés. Et donc, on a des approches en termes de simulation, on a des approches également donc, en termes de multi-agents, comme on dit, qui peuvent être beaucoup plus pertinentes pour saisir la complexité de ces affaires. Enfin, d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue également pratique, les économistes cherchent, discutent sur les difficultés de coordination de ces politiques publiques. Tout d'abord, difficultés en termes de niveau de décision. On parlait d'Europe, on parle de France, on peut parler aussi régional, on aura des exemples cet après-midi, mais également aussi en termes d'objectifs de politique publique. C'est-à-dire qu'on peut avoir des politiques publiques liées donc, notamment à la politique industrielle verte, mais également des politiques de concurrence qui peuvent avoir des objectifs différents. Donc tout cela est vraiment un terreau de recherche pour les économistes. Alors ensuite, deuxième partie et dernière de cette présentation, c'est de dire qu'au-delà de la réglementation, il faut aussi avoir en tête que la réponse passe aussi par une politique de la concurrence forte. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une politique de la concurrence? C'est véritablement des autorités qui sont là pour vérifier que les entreprises jouent bien le jeu et respectent bien les règles de concurrence. Et donc là, par exemple, on a 4 piliers de la politique de la concurrence au niveau européen. On a la lutte contre les abus de position dominante, bien évidemment, la lutte contre les cartels, le contrôle des concentrations d'entreprises, et puis aussi donc le contrôle des aides d'État. Et donc je vous propose pour finir cette présentation de regarder quelques affaires saillantes qui font directement écho à l'écologie industrielle. Donc tout d'abord, l'affaire ARA, qui a eu lieu donc en 2016, c'est une affaire d'abus de position dominante sur le marché autrichien de la gestion des déchets. Donc en fait, ARA est une société autrichienne, voilà, qui était l'entreprise historique sur le marché et qui a empêché l'entrée de nouveaux concurrents sur le marché de la gestion des déchets. Voilà, donc le point important en plus de cette décision, c'est que ARA maintenait, contrôlait une partie finalement donc des infrastructures de collecte de ces déchets. Et effectivement, donc avait une position avantageuse sur le marché. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un refus de la part de la société ARA de permettre donc à ses concurrents d'accéder à ces facilités essentielles. La décision de la Commission européenne a été la suivante. Il y a eu donc une amende financière de 6 millions d'euros, accompagnée de l'imposition d'un remède structurel, c'est-à-dire que la société a été obligée de céder une partie de ses activités d'infrastructure de collecte à ses concurrents. Donc voilà un exemple directement lié à l'écologie industrielle. Un deuxième exemple, c'est cette fois-ci en matière de cartel. Vous avez une affaire qui concerne le cartel du recyclage des batteries automobiles. En préparant cette présentation, j'ai appris qu'en fait, les batteries automobiles constituaient le produit de consommation le plus recyclé au monde. Donc vous avez donc, en termes donc, au niveau de l'Union européenne, 96% des batteries qui sont recyclées. Et donc en fait, derrière, vous avez un marché. Il s'est trouvé que 4 entreprises se sont entendues pour fixer le prix de ces fameux déchets et sur les marchés belges, français, allemands et aux Pays-Bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une sanction donc de 60 millions d'euros à l'encontre de 3 de ces opérateurs, avec le 4e qui a bénéficié d'un programme de clémence qui a participé donc à la coopération pour pouvoir détecter le cartel. Ouais, donc vous avez la citation de Margaret Vestager qui nous dit qu'effectivement, lorsque les marchés fonctionnent bien, nous pouvons donc effectivement donc réduire les déchets et soutenir l'économie circulaire. Voilà. En plus, il faut citer que depuis l'année dernière, en 2020, nous avons une directive qui peut faciliter les recours collectifs, ce qui permet aux entreprises de pouvoir demander réparation de leurs dommages économiques.
Enfin, donc, au niveau de l'objectif, les concentrations, nous avons la Commission européenne qui contrôle également les concentrations. Et là, on peut parler de la fusion Eurobis-Métallo en 2020, qui est donc sur le marché donc, du recyclage des métaux non ferreux, notamment des débris de cuivre. Vous avez donc l'entreprise allemande Eurubis qui a racheté l'entreprise Métallo, qui est une entreprise belge-espagnole. Et donc la Commission européenne a ouvert une phase 2 dans le contrôle des concentrations, puisque c'était finalement cela renvoyé aux 2 plus gros du marché qui fusionnaient, avec des problèmes évidemment de risque de position dominante ex post. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, au terme d'une enquête approfondie, la concentration a été finalement acceptée, donc le 4 mai 2020. Et vous avez la citation de Margrethe Vestager qui nous dit que le bon fonctionnement de l'économie circulaire dans le secteur du cuivre est essentiel pour garantir une situation durable, une utilisation durable des ressources dans le contexte du pacte vert pour l'Europe, qui est donc la réglementation dont on a vu tout à l'heure. Dernier point très important, c'est que toute aide publique accordée à des entreprises privées doit passer finalement par le filtre de la Commission européenne. C'est cette mission du contrôle des aides d'État, et en particulier environnementale dans d'autres contextes. Voilà. Donc effectivement, normalement, selon l'article 107 du TFUE, les aides d'État sont interdites par principe, car elles distordent la concurrence. Et donc effectivement, il faut qu'il y ait une justification en termes de déférence de marché pour accorder une aide d'État. Et l'Union européenne a publié des lignes directrices, notamment donc, sur la protection de l'environnement et de l'énergie, et puis également un règlement général d'exemption par catégorie qui comprend l'environnement, qui permet de faciliter l'octroi des aides. Pour conclure, j'espère que j'aurai été dans le timing, donc vous l'avez bien compris, la réglementation joue un rôle moteur pour inciter les entreprises à adopter plus de circularité. Il faut néanmoins qu'il y ait un suivi nécessaire de ces mesures pour en juger l'efficacité et pour éventuellement juger donc la pertinence donc, des sanctions qui sont proposées. Également pour se rassurer, pour avoir plus d'environnement, on voit des débats très riches et des recherches autour de la prise en compte d'une dimension environnementale finalement dans ces questions de concurrence. Et puis pour finir, un point qui est important aussi, c'est que la relance post-Covid doit passer par l'éco-industrie, et c'est véritablement donc un souhait de la Commission européenne. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Alors merci Monsieur Bougette pour cette intervention très intéressante. Le chat a déjà réagi, nous avons des questions. Alors, comment promouvoir l'adoption de l'EI auprès des industriels? Et faudrait-il une prime pour toutes les entreprises qui fait l'effort de passer, Alors oui, il y a déjà des systèmes qui existent, mais effectivement, donc, les parties de subvention des entreprises est très intéressante. Subvention au niveau donc de l'achat de l'innovation, par exemple, des technologies vertes. Donc les entreprises peuvent bénéficier de déductions fiscales, peuvent bénéficier donc de subventions directes. Donc tout ce qui vise à faire adopter aux entreprises un comportement plus vertueux est tout à fait bénéfique. Voilà. D'accord, très bien. Et seconde question qui suit d'ailleurs la première, pensez-vous qu'à l'avenir les entreprises vont être entre guillemets forcées à passer vers ce modèle? Forcé, c'est difficile à dire. Donc là, vous avez vu, on n'a pas eu le temps de détailler, bien évidemment, en 15 minutes, mais que ce soit le paquet économie circulaire ou également le pacte vert ont des objectifs très ambitieux, mais également accompagnés de mesures de sanctions. Donc il faut voir également comment, dans quelle mesure ces sanctions donc, seront appliquées. Donc vous avez véritablement un système incitatif à mettre en place très dur pour pouvoir faire cette transition. Mais voilà, il faut y aller aussi raisonnablement, avec du temps. D'accord, voilà. Très bien. Vous pensez qu'une prise de conscience générale verra le jour dans les prochaines années ou... Déjà, vous voyez qu'au niveau de la consommation, des consommateurs, il faut aussi regarder l'aspect demande. Les consommateurs demandent des biens de plus en plus verts. Donc il y a aussi cette prise de conscience, vous l'avez vu aussi en termes de mobilité, il y a plusieurs secteurs qui se bougent concrètement pour adopter une démarche plus verte. Donc là aussi, ça peut être une réponse, c'est-à-dire que les entreprises suivent également la demande. Ah
Ok, très bien. Je vous remercie, Monsieur Bougette. Merci à vous et encore un grand merci aux étudiants. Alors, le cadre légal et la mise en place de l'écologie industrielle a été mis en place par Monsieur Bougette. Maintenant, vient la mise en pratique. Comment la mise en pratique de l'économie industrielle territoriale peut se faire. Et pour ce faire, nous allons laisser place à Madame Angélique Caranta et Monsieur Ludovic Asso, qui vont nous expliquer avec un cas concret comment cette mise en place peut se faire. Merci. Donc, bonjour, Ludovic Asso, je suis responsable du pôle industrie et énergie au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur. Et nous voulions, avec Angélique Caranta, vous présenter une démarche opérationnelle d'écologie industrielle et territoriale. Donc, nous organiserons cette intervention à deux voix. Angélique vous parlera de la démarche, du fonctionnement général de la démarche, et je m'appuierai plus globalement, je ferai un écho particulier sur les outils mis à disposition des démarches. Alors, bonjour à tous. Merci aux étudiants de pouvoir nous permettre de nous exprimer sur cette thématique. Je vais donc passer à chaque diapositive. Alors, pour faire suite à ce que disait tout à l'heure Monsieur Bougette sur la définition de l'écologie industrielle et territoriale, il a abordé cette thématique sur un point de vue assez général. Nous, avec Ludovic Asso, nous allons plus aborder cela sur un point de vue entreprise. Pour rappel, l'écologie industrielle et territoriale au niveau des entreprises vise à créer des synergies entre les entreprises pour pouvoir partager des ressources qu'elles soient au niveau de déchets, d'eau, d'énergie, mais aussi ça peut être des ressources d'équipement ou d'expertise. Donc voilà, ça c'est pour une petite introduction sur l'écologie industrielle et territoriale au niveau des entreprises. L'écologie industrielle et territoriale, la première phase, c'est cela passe par donc quatre grandes phases de mise en confiance et de fédération des entreprises, de pouvoir aussi sensibiliser et donner du sens, de pouvoir diagnostiquer les flux et définir les besoins. Ça, ce sont les 4 grandes phases. Ensuite, nous pourrons vous montrer 2 exemples de synergie pour qu'il y ait des cas concrets. Donc sur la phase de la mise en confiance et de la fédération des entreprises, là ça y est, il y a la diapo qui correspond à ce que je vais dire, donc c'est bien. Pour la mise en confiance et la fédération des entreprises, c'est une étape, on va dire, essentielle au départ, qui passe par une étape individuelle de prise de contact avec les entreprises pour que l'on puisse déjà montrer que l'acteur qui va coordonner la démarche d'écologie industrielle, il est impliqué auprès des entreprises sur le terrain et qu'il puisse vraiment commencer à créer un vrai climat de confiance entre cet acteur qui va par la suite mettre en place des synergies avec d'autres entreprises et les autres entreprises. Donc ça passe par une phase individuelle, mais aussi après par une phase plus collective de mise en confiance avec différents ateliers, des animations collectives. L'objectif, c'est de pouvoir prendre, enfin ça prend du temps, hein, donc dans le temps de pouvoir fédérer les entreprises pour qu'il y ait des liens assez naturels qui se fassent, et on verra par la suite pour quelles raisons c'est important. Ensuite, de pouvoir sensibiliser et donner du sens. Alors, la sensibilisation, elle passe également par ces phases d'animation, de fédération entre les entreprises. Donc, à travers des ateliers, à travers des événements, style des after-work ou des petits déjeuners, ça peut être le moyen de pouvoir sensibiliser les entreprises sur les enjeux de l'écologie industrielle et territoriale, à quoi ça pourrait les aider, leur servir,
Donc mettre en avant le fait que ça peut être intéressant pour la mise en réseau, créer du lien avec les entreprises voisines pour créer des affaires locales. Mieux se connaître aussi au sein d'un même périmètre. Alors, moi, aujourd'hui, je travaille pour une zone d'activité. Donc, très souvent, quand vous allez m'entendre parler, je vais prendre des exemples par rapport à ce que je vis dans le cadre de mon travail aujourd'hui. Mais du coup, en général, une démarche d'écologie industrielle et territoriale avec des entreprises, c'est souvent sur un périmètre défini. Et après, il peut y avoir des synergies avec d'autres zones d'activité sur le territoire. Voilà, tout ça pour dire que la sensibilisation passe par tout cela et c'est très important. Et ce qui est essentiel également dans la mise en place d'une démarche, c'est de pouvoir donner du sens. Ce n'est pas valable uniquement pour l'écologie industrielle, c'est aussi valable pour toute démarche, j'ai envie de dire, surtout tout ce qui touche à la transition écologique. Donner du sens, parce que très souvent, les entreprises vont en priorité penser à ce que ça va pouvoir leur rapporter sur le point de vue financier dans l'immédiat, mais elles vont pas forcément toujours comprendre l'intérêt général que ça va pouvoir produire. Donc, le fait de pouvoir donner du sens à une démarche, ça permet vraiment de pouvoir faire adhérer les entreprises à cette démarche-là. Donc, pour prendre un exemple concret, dans le cadre du club d'entreprise pour lequel je travaille aujourd'hui, nous avons décidé de mettre en place un accompagnement en intelligence collective, qui est une technique de fédération et de concertation des entreprises pour justement les amener à travailler en collaboration, en commun, de trouver des solutions ensemble et de pouvoir justement vraiment ancrer ces synergies-là. Voilà. Alors, j'espère que la diapo suivante sera la bonne. Ça devrait être bon. Voilà, je pense que on est rentré dans l'ordre. Donc, je vais laisser la parole à Ludovic Asso pour la suite. Donc oui, dans la suite des démarches de IT, l'important c'est de diagnostiquer les flux, c'est-à-dire de comprendre les flux que génère ou nécessite le fonctionnement d'une entreprise. Que sont les flux? On va imaginer que l'entreprise produit un bien ou un service. Pour produire ce bien ou ce service, elle a besoin de flux entrants. Donc elle va consommer des matières premières, de l'énergie, des fluides, de l'eau, des capacités logistiques, des ressources humaines, des capacités de transport. Elle va fabriquer donc son produit et elle va avoir un certain nombre de flux sortants qui vont être de la chaleur fatale, qui est le flux pendant de l'énergie. Elle va avoir des coproduits, des déchets. Elle va générer des capacités de logistique ou de transport ou des ressources humaines qui sont sous ou mal employées. Et donc, c'est ça qu'on va venir analyser dans le cadre des démarches d'écologie industrielle pour essayer de créer des synergies, sachant que le but de l'écologie industrielle, c'est de voir comment les déchets des uns peuvent servir de matière première aux autres ou comment on peut mutualiser des moyens, des compétences à l'échelle d'un territoire. Le réseau des CCI se positionne en acteur ressource pour les clubs d'entreprise ou les porteurs de démarches de IT, notamment par la création de différents outils. Et donc, je vais vous présenter le premier, celui que vous voyez à l'écran. C'est une plateforme web en back-office qui a été développée par donc, le réseau des CCI il y a 7-8 ans. Il s'appelle la plateforme Actif. C'est une plateforme basée sur un système d'information géographique qui permet de collecter, de géolocaliser des flux d'entreprises. Donc là, vous voyez sur la planche, sur la partie de droite, vous avez un fond de carte qui est dynamique. Donc on peut, en scrollant, avancer, reculer dans la carte ou se déplacer. Et chaque point représente une entreprise qui a bénéficié d'un diagnostic de flux. Et dans la colonne de gauche, sur la partie gauche de l'outil, on voit donc un certain nombre d'entreprises. On peut donc accéder à une fiche d'entreprise qui décrit l'entreprise et on va à l'intérieur accéder au flux que l'entreprise nous a proposé. Donc j'avais prévu de faire une démonstration en live qui n'était pas possible, mais par exemple on va pouvoir voir que voilà telle entreprise dans le cadre de son process de fabrication nécessite X kilowattheures d'énergie électrique par an, elle a besoin de plusieurs milliers de tonnes de matières premières, elle a besoin de capacités de logistique, de capacités
capacité de transport. Et en déchets, elle va générer un certain nombre de déchets de fabrication, de la chaleur fatale, des palettes, des capacités de transport sous-utilisées. Et cet outil va nous permettre, avec un système de filtre et de commande, de pouvoir créer des connexions théoriques entre les entreprises, en essayant de voir quel flux d'entreprise pourrait rentrer dans le cycle de fabrication d'une autre. C'est un outil donc qu'on propose pour les expérimentations en démarche de IT. Dans la plateforme, il y a à l'échelle nationale, il y a presque 5000 entreprises à l'échelle nationale, pour plus de 20 000 flux, qui correspond à une base de données des flux qui est assez colossale et qui permet de trouver et de mettre en œuvre des synergies plus facilement. Parfait. Donc, par rapport à ce que l'on vient de dire, autant sur l'aspect fédération des entreprises, donc on va dire les actions qu'on peut mettre en place sur le terrain d'animation, et ce dont Ludovic Asso vient de parler, qui consiste à faire un diagnostic de flux via des outils performants. L'idée maintenant, c'est de pouvoir définir les besoins avec les entreprises afin de commencer au moins par une action de synergie réalisable qui puisse donner l'exemple pour créer une dynamique et ensuite pouvoir engendrer d'autres synergies par la suite. Donc pour cela, la phase de définition de besoins passe par des enquêtes, par de nouveau des entretiens individuels ou de manière informelle ou alors spécifique avec des questionnaires bien établis. Et en fonction de toutes ces données qu'on va pouvoir récupérer, il sera nécessaire de pouvoir prioriser quels sont les besoins des entreprises sur un périmètre les plus urgents, les plus importants, pour qu'on puisse dire aux entreprises, voilà ce qu'on a aujourd'hui recensé, voilà ce qu'on pourrait vous apporter comme solution, pour pouvoir justement travailler avec d'autres entreprises et créer des synergies. Et donc, est-ce que vous êtes prêts à rentrer dans la démarche, au moins sur une première synergie qui peut être, on verra, on va donner des exemples, ça va être justement la suite de la présentation. Et voilà, donc la première synergie est vraiment importante dans la mise en place de toute une démarche d'écologie industrielle. Donc justement, en parlant d'exemples de synergie, il y a deux grands types d'exemples qui sont, deux grands types de synergie qui sont essentiellement des synergies de mutualisation ou des synergies de substitution. Ce qu'on entend par synergie de mutualisation, ce sont des synergies, sur comment on pourrait grouper des services ou des produits. Et pour la substitution, en revanche, ça va être plus savoir comment on va pouvoir échanger des produits ou des services. C'est les deux nuances qu'il peut y avoir entre les deux. Donc, un premier exemple de synergie de mutualisation. Donc, c'est un exemple concret qui existe donc sur la zone sur laquelle je travaille. Au départ, on est parti du constat qu'il y avait énormément d'entreprises qui produisaient des déchets de palettes et d'autres qui achetaient des palettes pour pouvoir livrer leurs clients. Et ça concerne vraiment, c'est pour ça qu'on prend justement cet exemple-là, parce que c'est un exemple qui est quand même très, très fréquent. Donc ça, si on reste dans l'économie linéaire, on va être dans un dispositif où il y a des entreprises qui ne vont pas du tout interagir entre elles vont chacune rester dans leur coin, elles vont toutes générer des déchets de leur côté, essayer de trouver des solutions pour collecter leurs déchets de palettes, et d'autres qui vont dépenser de l'argent pour acheter ces palettes-là. Ce qu'on a fait grâce à cette démarche d'écologie industrielle et territoriale, c'est que nous avons diagnostiqué des entreprises. Donc là, par exemple, sur une année, on avait pu diagnostiquer 20 entreprises qui avaient des déchets de palettes.
avec, on a identifié une dizaine de sortes de palettes différentes. Donc, bien sûr, en fonction des types de palettes, ce ne sera pas forcément le même traitement derrière, ou en tout cas, ce ne sera pas forcément le même type de collecte. Donc, c'est tout un travail justement de gestion derrière, savoir voilà, combien d'entreprises génèrent quel type de palette. Et après, on peut essayer justement de proposer, quand on a identifié tous ces besoins-là et les flux, de proposer justement des collectes groupées entre les différentes entreprises. Ce qui, in fine, le bilan, c'est que cela permettra en fait de pouvoir. Alors, je ne sais pas si vous les affichages sont les bons, mais c'est pas forcément les bonnes diapos. Désolé. Voilà. Non. Voilà. Donc, le bilan, c'est qu'au final, il n'y a plus de palettes, enfin, en tout cas, beaucoup moins de palettes en déchets ménagers qui sont produites, qu'il y a une mise en place d'échanges entre les différentes industries et qu'il y a une gestion gratuite par un prestataire de palettes, puisque comme on propose à un prestataire une grosse quantité, forcément derrière, il y a des bénéfices économiques qui peuvent être faits. Voilà. Donc là, c'était un exemple de synergie de mutualisation, et là, ce que je vais vous présenter, c'est un exemple de synergie de substitution. J'avais rencontré un industriel qui faisait de la découpe de verre industriel avec un système d'eau à haute pression. Dans le cadre de ce diagnostic de flux, on s'apercevait en fait qu'il générait des déchets de sable. Donc ce principe de haute pression envoie de l'eau avec du sable, une certaine granulométrie qui vient découper le verre à haute pression. Et ce sable, en fait, une fois qu'il a été utilisé une fois dans un procédé de découpe, il est perdu. Et jusqu'à présent, en fait, il le mettait en sac et le mettait directement dans la poubelle ménager. Ça a représenté plusieurs tonnes de sable chaque année. Parallèlement à ça, il avait aussi un coproduit de silice. Donc ça, c'est le résidu de la découpe du verre aussi qui était produit pour plusieurs tonnes, qui était produit également par cet industriel et qui était aussi jeté aux déchets ménagers. Une partie déchets ménagers directement dans une filière qui n'est pas du tout adaptée et l'autre partie gérée par un prestataire et ça lui coûtait 2000 € par an environ. Tu peux peut-être avancer, Angélique, voilà, parce qu'on a peu de temps, je crois, pour finir. Parallèlement à ça, j'avais rencontré un industriel qui fait de l'éco-construction. Et du coup, j'ai mis en relation ces deux entreprises. Le sable, plutôt que de partir à la poubelle, est récupéré pour être réutilisé dans l'éco-construction pour fabriquer du mortier et du béton. Donc là, on voit comment les synergies de substitution peuvent se mettre en œuvre sur des matériaux de TP. Alors avant de terminer, on souhaitait quand même vous parler aussi de différentes ressources utiles. Dans le cadre d'une démarche d'écologie industrielle et territoriale, il faut savoir que s'il y a des personnes qui prennent en charge cette démarche-là, la personne n'est pas toute seule. Il y a vraiment des réseaux, un gros nombre de réseaux qui est de qualité qui est disponible pour accompagner tous les porteurs de démarches. Notamment le réseau Synapse, qui est un réseau national qui accompagne toutes les démarches d'écologie industrielle sur le territoire. Il y a aussi de nombreux outils comme des sites internet qui sont vraiment très très bien qualifiés, comme économiecirculaire.org. Il y a également des livrets blancs qui sont édités, notamment il y a quelques années par la Chambre de commerce et d'industrie de Nice, mais aussi de différents acteurs comme la région, l'ADEME, l'ADEME, c'est l'agence de transition écologique, qui appuie vraiment toutes les démarches, autant sur des soutiens financiers que des accompagnements, sur de la structuration des démarches, etc. Deux outils pour finir sur ce sujet. Une des grandes problématiques, c'est l'échange de matière, la contractualisation de l'échange de matière. C'est vrai que les entreprises sont très familiarisées aux relations commerciales ou concurrentes, mais là, quand on parle d'écologie industrielle, on leur parle de collaboration. Et au même titre qu'il faut les accoutumer
à ces nouvelles pratiques, il faut également les accompagner juridiquement. Parce qu'en fait, quand on va échanger ce qui est notamment un déchet, qu'on va vouloir le remettre dans un cycle de production, la problématique, c'est la réglementation déchets nous interdit de commercialiser du déchet en dehors des entreprises qui sont qualifiées pour le faire. Donc là, nous avons créé un certain nombre d'outils juridiques, des contratypes, qui permettent d'échanger de la matière entre deux acteurs économiques, de mutualiser des achats groupés ou de partager des ressources humaines. On va avancer. Dernier outil, on nous reprochait souvent avec la plateforme Actif que c'était un petit peu la boîte noire, les données rentrées dans la plateforme, et c'est vrai que comme c'est une plateforme qui est administrée par le réseau des CCI, les acteurs, notamment les financeurs, l'ADEME ou des visiteurs ne pouvaient pas avoir accès à la donnée puisqu'on traite de la donnée confidentielle avec des données d'entreprise. Du coup, on a essayé de travailler sur ce biais, notamment par la création d'observatoires de l'écologie industrielle. Là, vous avez quelques planches sur le slide qui vous proposent ces outils. Ces outils sont en accès libre et permettent de voir, là on est à l'échelle de la région PACA, donc on voit 321 entreprises qui correspondent à 2577 flux. On peut qualifier les flux, faire des filtres, savoir de quelle filière les produits arrivent, sur quels enjeux, tu peux avancer Angélique, voilà, quel type de matières sont traitées. Parce que la réalité de l'écologie industrielle, ce n'est pas tant la gestion de palettes ou l'échange de sable et silice entre deux industriels. Le réel enjeu de l'écologie industrielle, c'est de recréer des filières industrielles à l'échelle d'un territoire. Donc là, cet outil nous permet de massifier la donnée et de savoir que sur notre territoire, on a par exemple 208 flux de matériaux de construction qui correspondent à 3 millions de tonnes de matériaux de construction. Et quand on est à l'échelle de 3 millions de tonnes, là on peut commencer à travailler sur des filières industrielles de traitement, de réutilisation des produits. Ça nous permet aussi de faire un état de la performance des démarches. Là, on voit des indicateurs qui ont été développés pour une application sur le Pays de Loire, où on peut savoir les économies réalisées, les tonnes de CO2 évitées, le nombre de synergies réalisées à l'échelle d'un territoire avec des applications cartographiques. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour. Voilà, bon, de toute façon, on est arrivé au bout du temps, donc voilà, on est prêt à recevoir des questions si c'était le cas. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos interventions et de vous être adaptés aux soucis techniques qu'on a pu rencontrer. On a quelques questions pour vous. Tout d'abord, comment se positionnent les Alpes-Maritimes en termes de démarche EIT par rapport au reste de la France à leur niveau national ? Alors, on va dire que s'il y avait un top, la région la plus avancée en termes d'écologie industrielle, c'est la région Pays de Loire, donc plutôt l'ouest de la France. La région PACA globalement et les Alpes-Maritimes étaient assez en retard jusqu'à environ en 2015, où il y a une grosse dynamique de l'ADEME et la région pour développer les démarches d'écologie industrielle. Et là, clairement, il y a une dynamique qui est une des dynamiques les plus fortes en France. On dénombre plus d'une vingtaine de démarches structurées d'écologie industrielle à l'échelle de la région PACA. Il y en avait une il y a 6 ans. Donc on voit qu'il y a vraiment une dynamique qui s'instaure. Des postes sont créés au sein des structures qui administrent ces projets. Et voilà, on est assez bien lotis, et notamment sur les Alpes-Maritimes avec 4 démarches structurées. D'accord, merci beaucoup. Et au niveau de la collecte groupée, on nous demande comment vous avez organisé ces collectes et avec quel type de prestataire ? Pour l'exemple des palettes, j'imagine. Oui. C'est peut-être un petit peu délicat de donner des noms de prestataires, mais en tout cas, il y a des associations pour les palettes, en tout cas, qui s'occupent justement de la collecte pour les entreprises. Donc il suffit, voilà. Après, on a mis nos coordonnées disponibles sur le diaporama. Il n'y a aucun problème s'il y a des personnes qui souhaitent avoir plus de détails, avec plaisir pour qu'on puisse y répondre sur l'aspect mise en place. Très bien, merci. Et enfin, dernière question. Vous avez parlé de la plateforme Actif. Est-ce que toutes les entreprises peuvent y accéder ou est-ce qu'il faut vous contacter pour y accéder ou...
Alors pour l'instant, il n'y a pas d'interface directe pour les entreprises. Donc si vous voulez accéder, bénéficier d'un diagnostic de flux, vous contactez la Chambre de commerce et d'industrie. Si vous êtes sur un territoire organisé, donc vous pouvez aller voir directement les correspondants. Sinon, vous nous contactez, on peut venir à votre rencontre. Et là, d'ici la fin de l'année, il va y avoir une nouvelle extension, un nouveau module de la plateforme active qui va sortir. Et du coup, chaque entreprise pourra elle-même venir créer son compte, saisir des flux et venir voir et questionner la plateforme pour savoir quel flux complémentaire au sien elle peut trouver. D'accord. Et enfin, dernière question un peu plus technique. On nous demande dans l'usage du sable pour le mortier, s'il avait été validé techniquement, puisqu'il y a des normes à respecter. Oui, tout à fait. En fait, l'entreprise de construction, éco-construction dont je vous ai parlé, dispose d'un bureau d'études intégré qui qualifie ses propres process, parce qu'en fait, il récupère, enfin, il remet au goût du jour des vieux procédés, notamment avec des mortiers faits à base de terre. Lorsqu'il arrive sur un chantier, en fait, il y a un gros travail d'excavation en général pour construire. Donc cette matière, généralement, elle est envoyée sur un autre site. Donc il y a des générations de déchets, il y a du CO2 qui est émis par le transport. Et donc lui, il va faire une première analyse de tout ce qu'il y a sur le terrain pour voir ce qu'il peut récupérer en termes de terre, de pierre, avec des nouveaux procédés. Il crée lui-même ses briques en terre et du coup, il est capable de qualifier le sable qu'on lui avait proposé. Très bien. Merci beaucoup pour vos réponses et pour votre intervention. Merci à vous. L'écologie industrielle peut aussi se passer dans le cadre des modèles associatifs. Et Jean-Pascal Decroix est là pour nous présenter l'association des entreprises de Bois de Grasse dans un objectif de développement durable et d'aménagement durable. Jean-Pascal, c'est à vous. Merci. Donc je vais essayer aussi l'appareil. Ok. Donc Jean-Pascal Decroix, je suis le président de l'association des Bois de Grasse EBG et dirigeant de la société STME qui est installée au Bois de Grasse. Nous sommes évidemment impliqués en tant qu'association dans l'EIT pour l'économie industrielle et territoriale et je suis aussi impliqué en tant que dirigeant d'entreprise dans cette démarche. Donc voilà, je suis, comme je vous disais, dirigeant de la société STME et donc qui est dans le bâtiment et qui n'est pas toujours fréquent d'implication dans cette démarche. Parc d'activité des Bois de Grasse, c'est 20 hectares implantés au sud de la ville de Grasse, 80 entreprises, 1200 salariés et des activités très diverses de l'industrie, du BTP, de l'automobile, du service. Donc vraiment un parc très diversifié avec des besoins tous différents. Et nous avons été labellisés par Plus il y a 2 ans, puisqu'on va renouveler notre demande cette année. Et on a été, je pense, en Parc Plus, le seul parc des Alpes-Maritimes impliqué dans cette démarche. Donc le EBG, l'association EBG, qui est le club des entreprises du Bois de Grasse, a été créé en 2014 dans un but de regrouper vraiment les entreprises du parc. Et pour moi, je revois, alors vous êtes tous très jeunes, mais je pense que vous ne vous rappelez pas de cette pub de Wanadoo à l'époque, qui était le fait que même par le web, on arrive à faire connaître des voisins qui ne se connaissaient pas avant ça. Et pour nous, c'est vraiment le cas. C'est vraiment de mettre en lien toutes les entreprises du parc qui peuvent avoir une coactivité. Nous avons donc 35 entreprises adhérentes sur le club, qui représentent 90% des collaborateurs qui sont hébergés sur le parc. On a 5 commissions qui sont impliquées, avec donc 50 personnes qui sont impliquées, dont au moins la moitié de salariés, et ce qui n'est pas fréquent pour les entreprises du parc d'activité. Les salariés sont vraiment impliqués avec nous dans cette démarche. 30 projets collectifs qui fonctionnent vraiment très bien et plus de 15 entreprises qui sont engagées fortement dans cette démarche et qui travaillent avec nous pour faire évoluer ce quotidien.
Les engagements de l'association, c'est réellement identifier les synergies interentreprises, puisque l'objectif pour la réduction de la pollution, c'est d'essayer de faire travailler les entreprises au plus proche de leur lieu d'intervention. Et comme on disait, il est taché illogique qu'il puisse y avoir des entreprises de Grasse qui viennent travailler à Nice et des prestataires de Nice qui viennent travailler à Grasse. Donc on essaie vraiment de bien comprendre les services de chacun pour pouvoir aller au plus près de nos interventions, comme je disais. Mutualiser les besoins, alors ça, Angélique en a parlé sur le parc Ouellet, et pour nous, c'est un petit peu la même chose de manière générale, autant pour les véhicules, et on envisage même de pouvoir le faire avec les salariés. Mais pour ça, il faut qu'on travaille encore réellement sur les besoins de tous. Créer du lien et favoriser les coopérations, alors oui, c'est vraiment dans cette démarche. Et créer du lien, c'est aussi apprendre à se connaître, et après, dans cette démarche, pour mutualiser les besoins, quand on se connaît et qu'il y a des liens qui se créent, mais ce n'est pas des liens professionnels, c'est plutôt des liens humains, parce que de toute façon, comme partout, derrière les entreprises, il y a des humains, et quand le feeling passe bien, derrière, tout se passe vraiment beaucoup mieux. C'est toujours beaucoup plus simple. Privilégier l'économie locale et durable, c'est notre quotidien, on essaie réellement de toujours penser dans cette démarche. Et fédérer et mobiliser les énergies autour du bien-être au travail et des actions de manière RSE et d'aménagement du territoire. C'est nous, l'association, elle a réellement démarré par la commission sport, où quand on a une activité physique, alors soit des footings entre midi et 2, où on a fait des jeux et des compétitions qui se déroulaient normalement au mois de juin, avant le Covid. Et là, on se retrouve tous en short et en t-shirt, qu'on soit patron, qu'on soit salarié, qui que ce soit. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que tout le monde se tutoie. Et en fait, là, ça crée vraiment du lien. Et c'est par ce biais que petit à petit, les gens ont appris à se connaître et appris à s'apprécier. Et en plus, aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui font du sport entre midi et 2. Donc, c'est vraiment une réussite pour nous. Et dans cette démarche aussi, là, d'écologie, alors bon, pour moi c'est aussi de l'écologie humaine, quand on a tous ces salariés qui font du sport et de l'activité physique, ben on sait qu'on réduit les arrêts maladie, on réduit le turnover, et tout ça, ça amène pour moi aussi de l'écologie. Les fondations du club, donc l'interconnexion par le loisir. Alors oui, on a créé des espaces pour des espaces extérieurs, malgré qu'on ne savait pas que le Covid allait arriver. Et ça, il y a aussi cette compétition, ce concours de pétanque qui se fait, où là aussi des personnes peuvent pratiquer entre midi et 2 ou en fin de journée. Et puis en fin de saison, on fait un pique-nique où tout le monde se rencontre, un petit peu comme on fait pour la fête des voisins, où chacun amène un plat et puis on le partage tous autour du même lieu, et c'est vraiment super agréable. Le IT, ben oui, là on est au cœur de ce webinaire. Le réemploi, la collecte mutualisée. Alors nous aussi, comme nos amis de Saint-Laurent-du-Var, on a commencé par la partie palette, qui est vraiment le point d'orgue de toutes les entreprises. Pour certaines, ça peut être un déchet, pour d'autres, ça peut être une matière première. Et là, on a l'impression de réellement participer à cette démarche d'économie circulaire, l'économie financière, mais aussi l'économie de déchets. Et on a l'impression de participer à l'écologie sur notre planète. On a marqué toutes nos grilles d'égout dans le parc d'activités pour sensibiliser tout le monde à ne pas jeter des mégots ou même autre chose, puisque, comme on le sait, ça finit malheureusement à la mer. Certaines entreprises ont renouvelé leur mobilier de bureau et l'ont offert à d'autres. Donc plutôt que de s'en débarrasser, s'en débarrasser dans les déchetteries. Ils ont fait le souhait de le partager, et maintenant c'est quelque chose qui se pratique régulièrement. Les projets qui sont en cours et qui vont démarrer quand on aura un peu plus de liberté. Donc nous avons, on aurait dû démarrer il y a 1 an, et ça s'est juste fait au mois de février. On a une démarche zéro déchet plastique sur le parc d'activité. Donc
la première action qu'on a faite cette année et qu'on a pu réaliser, c'est qu'on a acheté des gourdes en inox et qu'on est allé offrir dans toutes les entreprises pour sensibiliser les salariés à ne plus utiliser de bouteilles plastiques. On a des journées de collecte qui sont prévues dans le parc pour réduire, pour profiter des forêts qui sont avoisinantes. Et on a un adhérent et membre du parc d'activité qui recycle les déchets et qui le prendra à titre gracieux. Biodiversité, donc oui, biodiversité positive, on voudrait réellement développer cet axe-là. Pour l'instant, on n'a pas encore démarré. Enfin, on a les idées, mais on n'a pas mis en action. Les EBG du mois, donc oui, c'est un outil qui nous permet de partager tout ce qui se fait sur le parc par les adhérents pour mieux se faire connaître et mieux partager ce qui est réalisé par l'association pour pouvoir regrouper plus d'adhérents. Alors on n'est pas dans une recherche d'adhérents pour des euros, mais vraiment pour les sensibiliser sur notre démarche, et plus on sera et plus on pourra sensibiliser aussi les salariés. Centifolia, un projet qui est en fait un objectif de monnaie locale pour la communauté d'agglo du Pays de Grasse et pouvoir pousser nos salariés à consommer local vers les commerces de proximité. Conciergerie interentreprise, aussi un projet sur lequel on travaille depuis à peu près 2 ans. Le Covid a fortement freiné cette démarche, mais on a quelques pistes qu'on voudrait démarrer, même si c'est pas complet. C'est un point qu'on aimerait vraiment démarrer. Et puis les achats mutualisés responsables, un point aussi qui a démarré. Je change de casquette et je prends donc ma casquette de chef d'entreprise. STME, on est dans sa 20e année, nous sommes donc dans les métiers techniques du bâtiment, chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, électricité, 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, 20 ans d'expérience, 31 salariés. Et pour votre info, vous êtes tous des jeunes, j'ai commencé donc il y a 20 ans à 2 dans mon garage. Donc il faut oser y aller, c'est une super expérience et à essayer. Et on fait donc des travaux, maintenance et études. Nous avons remporté cette année le prix RSE PACA de la PME et on est vraiment sensible à cette démarche parce que pour nous et pour mon équipe, c'est réellement une manière de penser la vision de l'entreprise et tout est fondé sur ces valeurs et toute notre réflexion est fondée sur ça. Par exemple, pour moi, j'en parlais tout à l'heure avec Ludo de la CCI, je veux faire un combat de cette démarche et de choix de la manière dont sont faits les appels d'offres publics, parce qu'il faut aller jusqu'au bout de cette démarche d'écologie industrielle. Il faut qu'on fasse travailler les locaux. Et pour moi, mon objectif, c'est réellement de faire travailler, si on doit faire travailler des sous-traitants, il faut que ce soit des locaux. J'ai rien contre les travailleurs détachés, mais il faut tout d'abord qu'on fasse travailler nos locaux, qui consommeront local et qui feront tourner l'économie locale. Donc notre phrase, notre dicton dans l'entreprise, c'est « Ensemble, nous engageons une relation de confiance pour construire des relations respectueuses de tous ». L'histoire de la RSE chez STME, donc en 2016, on a fait un premier impact, en création d'entreprise en 2001, et puis en 2017, on est rentré dans le projet CEDRE, qui nous a fait prendre en compte que nous étions déjà impliqués dans la RSE, mot qui était étranger à notre discours, mais pour autant, il a été identifié qu'on était réellement déjà impliqués dans ces démarches. Et donc on est super content d'avoir remporté ce prix. Et CEDRE, c'est vraiment un outil qui a été fait par la région Sud et qui pour nous a changé notre manière de développer l'entreprise. Et c'est vraiment super de pouvoir créer des emplois dans une démarche de bien-être. Les bonnes pratiques de l'entreprise, je le souligne souvent parce que souvent quand j'ai fini de parler, on me dit tes salariés ont de la chance d'être chez toi. Donc alors on a un codir interne qui est vraiment là pour m'assister dans les démarches stratégiques de l'entreprise.
On est en intelligence collective, donc toutes les décisions sont prises en commun. Moi, je suis le pilote, mais je prends en compte vraiment tous les dires et tous les avis de mon équipe. On participe financièrement à des licences de sport. C'est un peu loin, je ne me rappelle plus. On fait des événements sportifs internes et externes pour commun. Organisation de repas. Quand on fait nos chantiers, on offre des repas à l'ensemble des participants du chantier, alors pas en interne, mais même avec tous les corps de métier. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très utile dans la relation humaine, qui est en fait le cœur de notre vie et qui, après, sur le déroulement du chantier, donne une autre dimension à la relation entre les équipes. Alors, je crois que je ne l'ai pas écrit, mais chez nous, le jour de son anniversaire, on ne travaille pas, c'est offert. On fait des collectes de bouchons plastiques qui sont dédiés pour une action caritative derrière. On a créé en interne un poste pour la logistique et le recyclage de déchets avec un master dans cette optique-là. Et donc il est en master 1 cette année, il sera en master 2 chez nous en alternance avec un objectif de poste à temps complet pour l'année d'après. On fait livrer toutes les 3 semaines des paniers de fruits et légumes non traités avec une participation de 50% par l'entreprise. On a des séances de shiatsu, qui est du massage chinois, dans nos bureaux avec une participation à 70% par l'entreprise. On a un accord d'intéressement avec une distribution de 25% des résultats à l'ensemble des salariés. Et puis on travaille sur... Là, on rentre dans une démarche lean pour réellement aller vers une formation de nos salariés et augmenter... il faut que tout le monde comprenne, malgré qu'on soit dans le bâtiment et que nos techs n'aient pas nécessairement fait beaucoup d'études, on doit les faire... apprendre et comprendre qu'il faut qu'ils continuent à progresser. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est absolument incontournable. Avec les outils qu'il y a aujourd'hui, il faut se remettre en cause tous les jours. Et c'est ce qu'on essaie de faire en interne. Voilà, donc 31 salariés, 3,5 millions de chiffre d'affaires. Satisfaction Google, 4,7 sur 5. Notre satisfaction sur notre site web, 4,5. Et donc, on a 100% de nos clients qui sont très satisfaits pour nous recommander auprès de leur reconnaissance. Et je pense que j'en ai terminé. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est une réussite. Et c'est ce qu'on a voulu passer comme message. Merci beaucoup pour votre intervention. On a quelques questions pour vous dans le chat. Vous nous avez parlé des difficultés liées à la Covid. Mais est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour la mise en place de ces démarches, une réticence au changement ou des entreprises qui n'ont pas voulu adhérer tout de suite ? Alors, sur les entreprises qui n'ont pas voulu adhérer tout de suite, oui, il y en a qui ne font le choix de ne pas encore rentrer dans la démarche. Mais comme je l'ai fait dans mon entreprise, on pense que c'est surtout lié à un problème de communication, puisque c'est, comme je vous disais, on n'est pas sûr que notre voisin sache qu'on est au courant de ce qu'on fait. Donc c'est réellement par la démarche de ce type-là qu'il faut faire, parce qu'on l'a aussi vécu en interne pour nos équipes, puisque lorsqu'on a mis en place la RSE, la première réunion que j'ai faite, personne n'a rien compris. Et plutôt de dire comme beaucoup, ils sont tous nuls, je me suis dit, j'ai pas dû présenter la chose comme il faut. Donc on a redémarré et puis ça a marché après. Dans un second temps, ça a marché, oui. D'accord. Vous nous avez parlé d'un prix que vous avez remporté. Quelles ont été les actions concrètes mises en place par la RSE qui vous ont permis de remporter ce prix ? Alors le prix, c'est de manière générale tout ce que je vous ai cité, mais... Par exemple, un point important par rapport au fait de ce qu'on a réalisé dans Cèdre, c'est qu'on a réalisé des fiches de poste très précises pour le poste de chacun. Et alors, c'est pas une super histoire, mais c'est une super histoire pour l'entreprise. C'est qu'en fait, on attendait de quelqu'un quelque chose qu'elle savait pas faire. Et quand on a mis ça sur le poste, en fait, elle nous a dit je me sens pas d'assumer. Et c'est aussi quelque chose qui
qui peut poser problème, puisque dans la RSE et chez nous, on veut des gens responsables et autonomes. Et aujourd'hui, tout le monde n'est pas prêt à assumer cette responsabilité. Donc après, il faut y travailler et réfléchir à ce qu'on peut faire pour aller dans ce sens, quoi. Mais après, voilà, c'est réellement cette liberté de chacun, c'est l'engagement de chacun pour assister les autres et pouvoir les aider. C'est toutes ces actions qu'on fait sur le sport, sur les partages des frais, c'est d'engager cette démarche de consommer des produits frais et locaux qui permettent de mieux se nourrir. Et comme le sport, c'est aussi du bien-être pour les salariés. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour vos réponses et pour cet échange. Donc l'écologie industrielle n'a pratiquement plus de secret pour nous, bien qu'on puisse encore développer. Je vais donc laisser la parole à Madame Karine Jiquel, qui est responsable qualité et RSE chez Sophia Cosmetics. Elle va nous présenter la démarche d'éco-conception établie par son entreprise. Donc je vous laisse la parole. Merci et bonjour à tous. Et merci aux étudiants de nous accueillir et de nous permettre de nous exprimer sur tous ces sujets. Donc moi, je suis Karine Jiquel, je suis responsable qualité et RSE de la société Sophia Cosmetics, qui est basée sur la zone industrielle de Carros. Alors, d'abord rapidement, qui sommes-nous? Donc on est un sous-traitant dans le domaine de la cosmétique, c'est-à-dire qu'on travaille pour des marques et on met au point des formules pour eux, on les développe, on les fabrique, on les conditionne et on les livre. On est une entreprise familiale créée il y a 30 ans par Alexandre Dingas, qui est toujours à la tête de la société, et avec des valeurs fortes qu'on a définies avec les salariés, qui sont performance, engagement, réactivité, qualité et convivialité. En quelques mots, l'historique de notre démarche RSE, donc comme on l'a vu avec les précédents participants, la RSE c'est une démarche globale d'entreprise qui amène à des engagements. Nous, l'engagement d'éco-conception, il est né à l'issue d'un engagement à la base dans le domaine de la RSE. Et en 2014, le facteur déclenchant, ça a été un appel d'offres d'une marque que vous connaissez certainement tous, qui s'appelle Sephora, qui, dans ses critères de sélection des fournisseurs, avait une dizaine de pages sur la démarche RSE et sur les engagements responsabilité sociétale des entreprises. Alors ça nous a fait un électrochoc parce qu'en 2014, on était encore assez peu structuré sur la démarche. Du coup, on a commencé à s'y engager et à regarder ce qu'on faisait déjà et ce qu'on pouvait faire. Pour ça, on a été accompagné par le territoire, d'abord le département via les CCI, l'association française Qualité Performance, puis la région PACA. On s'est également engagé dans le parcours CEDRE avec la région. Et donc ça a vraiment structuré notre démarche. Ça a permis de nous donner des objectifs et de mettre en place un véritable plan d'action. Donc c'était vraiment des accompagnements sur des actions concrètes et sur la structuration de la démarche. Et c'est dans le cadre de ces engagements qu'on s'est engagé au niveau de l'éco-conception de nos produits. Tout ça, c'est entre guillemets pas conclu, mais formalisé avec un prix qu'on a reçu en 2019, le prix Generali pour la performance globale, et par un premier rapport de responsabilité sociétale des entreprises qu'on a émis en 2020 et diffusé en 2020. Alors, qu'est-ce que l'engagement d'éco-conception? Donc là, je vous ai mis un petit extrait de notre politique et de nos engagements RSE. Je vais vous le lire. Dès la conception, nous prenons en compte l'impact environnemental de nos produits. Sur l'ensemble de leur cycle de vie, nous visons les objectifs suivants. Innover en anticipant les enjeux liés à la toxicité des formules cosmétiques, qu'il s'agisse d'un point de vue environnemental et de santé publique. Privilégier les cycles courts d'approvisionnement et les matériaux recyclables. Anticiper, intégrer les besoins prioritaires de nos parties prenantes. Et optimiser nos procédés industriels en améliorant l'efficacité énergétique. Donc, il y a 4 volets dans cette éco-conception. Les achats responsables,
la formulation, donc le travail sur la formule, je vous expliquerai ce qu'est la formulation Yulin, le développement des packaging et un circuit d'économie circulaire. D'abord, les achats responsables. Donc, on s'est fixé des objectifs selon 3 enjeux. Le premier, c'était de réduire notre empreinte carbone sur le transport. Ensuite, c'était de créer une vraie relation de confiance et de partenariat avec nos parties prenantes, notamment les fournisseurs. Et tout ça pour accroître la qualité et la fiabilité de nos circuits d'approvisionnement. Donc, on a mis en place une politique d'achat responsable. L'idée étant d'essayer d'acheter le plus localement possible, avec la mise en place d'une charte éthique qu'on fait signer à l'ensemble de nos fournisseurs, des cahiers des charges. On leur demande eux-mêmes de s'engager et de mettre en place en interne des politiques de responsabilité sociétale. Nos objectifs, c'est de signer avec tous nos fournisseurs la charte éthique et un cahier des charges. Et c'est de privilégier, je l'ai dit, les fournisseurs locaux. Alors avec une limite, c'est qu'on a beaucoup de fournisseurs de rang 2, c'est-à-dire qui passent par des distributeurs. Donc les distributeurs, ils sont en général français, voire européens. On n'a pas toujours la visibilité sur les fournisseurs de rang 2 ou de rang 3. Au niveau de la formulation, vous en doutez bien, pour les cosmétiques, la qualité de la formule et l'innocuité de la formule, c'est un enjeu majeur de santé publique. Donc on est très attendu là-dessus par les consommateurs. Donc du coup, nous on a mis en place une formulation Yulin, c'est un mot maison, qui est une contraction entre Yuka et Lean formulation. Donc Yuka, tout le monde le connaît, je pense, c'est une application qui permet d'évaluer entre guillemets, le côté responsable d'une formule ou d'un aliment. Donc pour nous, il y avait 4 enjeux par rapport à cette démarche. D'abord, c'est que la cosmétique en tant que telle est très consommatrice de ressources et de matières premières, notamment de l'eau. Il y a beaucoup d'eau dans des produits cosmétiques. C'est ensuite l'influence du marché. Je vous le disais, on est très attendu par les consommateurs qui maintenant n'hésitent pas à commenter sur tous les réseaux sociaux la qualité qu'ils trouvent sur une formule en lien avec justement ces applications. C'est un enjeu de santé publique. Et bien sûr, on ne va pas se mentir, le fait de réduire le nombre de matières premières dans une formule ou de faire attention à ce qu'on y met, c'est aussi une source d'économie. Donc pour nous, le Yulin, c'est un engagement à réduire le nombre de matières premières référencées et de ne conserver que les plus clean. Nos objectifs, c'est de baisser de 30% le nombre de matières premières dans nos formules et d'avoir une note supérieure à 10 sur les applis références type Inky Beauty ou Yuka. Troisième grand volet de l'économie, de l'éco-conception dans le domaine de la cosmétique, c'est bien sûr le packaging. Il y a beaucoup de plastique, pas toujours recyclable. Donc là aussi, la cosmétique, c'est une activité qui est extrêmement consommatrice en ressources naturelles et en matières premières. On a une loi qui va arriver, dont vous avez dû entendre parler, qui est la loi AGEC, qui va être de plus en plus restrictive, notamment sur l'affichage des consignes de tri, avec un objectif de 2040 d'élimination totale du plastique. Et toujours l'influence du marché, avec des consommateurs qui sont de plus en plus exigeants et qui veulent de plus en plus de garanties quant à l'éco-responsabilité des produits et notamment des emballages. Donc là, heureusement, on a des outils qui sont mis à disposition par Citeo. Je vous ai cité Tri, Fil, Bi, et c'est des outils qui nous permettent à nous de mesurer l'empreinte environnementale des packagings qu'on choisit et d'essayer de limiter au maximum notre impact. Donc nos objectifs, c'est de proposer 80% de packaging recyclable aux marques et pour lesquelles on travaille, et d'utiliser quand c'est possible des packagings recyclés. Et on travaille aussi sur d'autres types de solutions, notamment tout ce qui est cosmétique solide, qui ne nécessite pas du tout de packaging, en tout cas pas du tout de plastique. Quatrième volet, c'est le volet économie circulaire.
Donc l'idée pour nous, c'était de valoriser nos invendus, parce que les cosmétiques, c'est des matières périssables, c'est des produits périssables. Alors, moins que les yaourts ou que les fruits et les légumes, mais malgré tout, il y a des dates de péremption et il y a toujours des invendus à l'issue du cycle de péremption. Toujours cette fameuse loi AGEC qui, à terme, va nous interdire de jeter les invendus et qui va justement nous obliger à en faire quelque chose. Et puis, bien sûr, une image de marque, parce qu'une marque qui jette, c'est aujourd'hui mal perçu. Donc, on a essayé de mettre en place des partenariats avec des associations qui sont spécialisées dans la collecte et dans la redistribution des dons, et notamment une association qui est en région parisienne, qui s'appelle Dons Circulaires, Dons Solidaires, pardon, et qui, avec laquelle on travaille et qui nous récupère la marchandise et qui la redéploie sur les associations locales, donc notamment des associations niçoises. Là, c'est une illustration un peu de toute cette démarche qu'on mène depuis maintenant 4 ans. C'est une innovation qu'on a sortie il y a 1 an qui s'appelle un solaire Lotox. Donc c'est un solaire qui regroupe toutes les contraintes de notre ligne formulation, de notre YouLine, avec une note sur Yuka de 100 sur 100, donc qui est extrêmement bien notée, et avec une formule sur laquelle on a travaillé la biodégradabilité et l'impact sur les coraux. Donc on a fait des tests avec l'université de Nice pour justement mettre en place des tests d'impact des formules sur la survie des coraux dans les mers. Donc on a eu des très bons résultats. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les petits graphiques. En noir, c'est un témoin. En blanc, la grande barre, c'est notre formule. Et les 2 autres petites barres, c'est les formules concurrentes qui contiennent notamment du dioxyde de titane. Et donc, les barres, elles illustrent le pourcentage de coraux qui sont détruits lorsqu'ils sont mis en contact avec une formule solaire. Donc la nôtre est beaucoup moins destructive que d'autres formules de la concurrence. Et je vais juste terminer sur un groupe de travail auquel on participe, notamment avec l'association Qualité Performance, qui est un think tank qui justement travaille sur tous ces enjeux d'éco-conception. Et on essaye de rédiger un livre blanc à destination des marketeurs, à destination des marques, dans tous les domaines, dans celui de la cosmétique, mais aussi il y a d'autres industries dans le groupe de travail, pour donner des clés et des méthodes et pour aider au maximum les marketeurs, les concepteurs de produits à développer avec un esprit d'éco-conception. Voilà, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup pour cette intervention. J'aurais jamais cru que la cosmétique m'aurait autant intéressé. Petite question. Est-ce que vous avez pu évaluer la démarche d'éco-conception sur votre clientèle ? Alors non, ça c'est quelque chose qui est très difficile. Ça repose en fait sur l'image. Donc évidemment, on communique là-dessus. On a des retours positifs de nos clients. Nos clients, donc nous on est sous-traitants. Donc nos clients sont très demandeurs de toutes les formules qu'on a développées selon cet axe-là. Après, c'est vrai aujourd'hui que c'est difficile de chiffrer l'impact. Mais on sent bien que les consommateurs derrière sont extrêmement demandeurs et soucieux de ça, de plus en plus. D'accord, très bien. Et est-ce que le contexte actuel, est-ce que vous avez senti des changements chez Sophia Cosmetics dus au contexte actuel ? Par rapport à notre politique d'éco-conception ? En général, par rapport à la politique et en général, est-ce que vous avez j'imagine que vous avez dû forcément... Oui, il a fallu se réadapter, je pense, comme beaucoup d'entreprises. Nous, on a eu la chance d'être dans un domaine qui, en mars dernier, était très demandeur puisqu'on a basculé sur du gel hydroalcoolique assez rapidement. Donc, ça nous a permis de continuer à travailler. Et oui, du coup, là, c'est sûr que les gens se posent beaucoup de questions et on essaye
de continuer à faire ce qu'on fait et de pas justement abandonner ce type de démarche malgré la pression actuelle. D'accord, très bien. Je vous remercie en tout cas pour votre intervention. Je vous en prie. Je vous remercie. Alors, les réflexes. Alors du coup, on va accueillir Monsieur Bernard de Préville, on va accueillir bien sûr entre guillemets parce qu'il est en visioconférence. Donc la belle histoire des déchets, leur transformation en produits innovants et révolutionnaires. Monsieur Bernard de Préville, c'est... Écoutez, d'abord, merci à tous et merci plus particulièrement aux étudiants de développement industriel de m'avoir invité à prendre la parole et à partager avec vous notre expérience dans la valorisation des sous-produits dans l'industrie des parfums. Je voulais souligner quand même la qualité et la pertinence des exposés précédents. Je trouve que c'est très intéressant parce que ça peut nous laisser que optimistes en fait sur la possibilité de concilier activité industrielle et démarche soutenable. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant ce type de colloque et surtout pour les étudiants, c'est quelque chose de très très positif me semble-t-il. Alors je vais parler très brièvement d'IFF. Je vais être très court. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est une société américaine basée à New York, à plus de 130 ans, qui fait 11 milliards de chiffre d'affaires, il y a plus de 23 000 employés, 40 000 clients. On a 4 domaines d'activité que je ne vais pas énumérer maintenant parce qu'on n'a pas le temps. Mais pour que vous sachiez ce que nous faisons, en fait, c'est une entreprise qui fabrique des produits qui vont vous suivre tout au long de la journée, du réveil au coucher le soir, que ce soit au petit déjeuner, au déjeuner. En fait, tous les produits que nous faisons et que nous vendons à des marques vous accompagnent toute la journée. On est une industrie très particulière en ce sens où on va vous accompagner dans la journée. On fait des parfums, des produits cosmétiques, des aliments, des arômes pour les aliments, des ingrédients alimentaires, des alicaments, etc. Et on le fait en fait en alliant 2 choses qui sont peut-être contradictoires. La première, c'est qu'on a une équipe scientifique très importante. On a une démarche très scientifique. On dépense plus de 500 millions de dollars par an en R&D. Mais on a de l'autre côté, à l'opposé, on a des équipes de créateurs, d'artistes, en fait, avec des parfumeurs ou des aromaticiens qui vont essayer de transformer les produits qui sortent des laboratoires en quelque chose d'unique et qui fasse du bien. On a un logo, chez nous, un motto chez nous, qui est Do More Good, en fait, et c'est un peu l'objet de notre entreprise, c'est d'essayer de faire du bien autour de soi, pour soi d'abord, pour ses proches, mais également pour la planète. Et je vais essayer, à travers cet exposé, de vous donner un exemple concret de notre démarche sur, notre action. Vous voyez là dans la page qui est suivante, j'irai la liste de tous nos derniers succès. Je pense que vous les connaissez pour la plupart. Certains sont devenus des marques iconiques, comme Polo Blue, Trésor, La Vie est Belle. Plus récemment, il y a My Way de Armani qui vient de sortir en fin d'année dernière. Et en fait, pourquoi je vous montre tous ces produits, c'est simplement parce que la demande des consommateurs amène les marques et tous les acteurs de la filière, c'est-à-dire des sociétés comme les nôtres, à revoir leur approche pour avoir une démarche plus soutenable de leur activité. Ça passe, je dirais, par la volonté de plus en plus forte des marques et des consommateurs d'avoir dans les ingrédients, dans les produits qu'ils achètent, des ingrédients qui soient à la fois renouvelables et biodégradables. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir passer d'un cycle qui était le cycle qui nous a conduit tout au long du siècle dernier, à savoir, on va dire, un cycle un peu négatif qui était le processus traditionnel de fabrication, utilisation et création de sous-produits, à un cycle qui va devenir beaucoup plus positif, qui va être celui de fabrication, utilisation et recyclage. Et c'est toute la démarche qu'on va avoir au sein de notre entreprise pour aller vers cette démarche de recyclage. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même faire un distinguo ici entre 2 notions qui sont très importantes. D'un côté, le produit recyclé et un produit, alors je suis désolé d'utiliser un mot anglais, mais je n'ai pas trouvé de traduction satisfaisante, qui est celui de upcycling.
Hein. Le produit recyclé, c'est un produit dont le processus, c'est la transformation d'un sous-produit en un autre, mais qui est souvent de qualité inférieure ou différente de l'original. Et le meilleur exemple que je vous ai mis là, c'est l'exemple du papier recyclé. Hein, mais vous pourriez en avoir, il y en a 36 000 autres, comme les pneus, comme dans le textile, etc. L'upcycling, c'est plus une démarche volontaire, c'est une démarche qui va consister à transformer le sous-produit en un produit de meilleure qualité avec un usage qui va être souvent différent et complètement différent de celui d'où il provient. Si on prend l'exemple des journaux, ça va être l'exemple des papiers journaux qui vont être recyclés et transformés en pot de fleurs, par exemple. Alors, je dirais, pour nous, l'intérêt d'un upcycling, c'est évident, c'est-à-dire c'est qu'on va trouver par là même une forme d'innovation qui va permettre non seulement à nos parfumeurs d'enrichir sa palette et d'avoir des nouveaux produits avec des notes olfactives différentes, mais surtout, je dirais, d'avoir un ensemble de moyens, de ressources qui vont lui permettre de faire la différence. Et on va voir l'exemple plus tard, sur un exemple ou deux, si j'ai le temps, de ce que l'on fait. Alors, comment on le fait? Et la chance que l'on a chez IFF, c'est qu'on a accès à travers notre réseau mondial, on a accès à des plateformes de sourcing. Aujourd'hui, on a une quinzaine de plateformes de sourcing intégrées avec des partenaires qui ont avec nous des contrats exclusifs sur des longues durées, généralement plus de 10 ans. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde agricole et c'est un monde qui a besoin de visibilité. Le temps agricole est un temps lent, donc il faut donner le temps aux plantes de pousser et de se recycler. Et nous, ça va nous donner en fait l'accès à des biomasses, aux végétales et aux sous-produits que nous allons générer à travers notre action. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, on génère à peu près, chez LMR, donc la division dont je m'occupe, à peu près 30 000 tonnes de biomasse qui ne sont pas utilisées dans l'industrie. C'est-à-dire qu'on va utiliser très très peu de cette biomasse et l'essentiel va être rejeté, souvent sous la forme de compost ou recyclé ou brûlé dans des chaudières. Et nous, l'intérêt pour nous va être d'avoir accès à cette biomasse et d'aller chercher des nouveaux produits, des molécules différentes, nouvelles, qui sont, je dirais, des sources d'inspiration pour nos parfumeurs. Alors, je vais vous donner un exemple concret maintenant, c'est l'exemple des extraits de bois de chêne qu'on a, je dirais, développé en 2019. C'est une initiative qu'on a faite, qu'on a eue avec notre partenaire Séguin Moreau. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Séguin Moreau est une société française basée dans les Charentes, près de Cognac. Elle est considérée dans le marché des vins et des spiritueux comme vraiment la Rolls-Royce, comme la Ferrari des fûts, pour le stockage des vins et des alcools. Et l'idée, c'était pour nous, en fait, d'associer deux sociétés qui cherchent la qualité en axe principal et d'associer deux fleurons de l'industrie pour essayer de voir comment on pouvait valoriser les sous-produits de leur industrie. En l'occurrence, pour eux, c'était les coupes de bois qu'ils généraient pendant la fabrication des fûts. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus des molécules aromatiques qui sont déjà présentes, je dirais, dans les bois et dans le cœur des bois de chêne, ils ont une technologie de conception des fûts où ils chauffent le bois. On voit la photo sur la droite, et on va créer par cette torréfaction en fait des notes nouvelles, vanillées, whisky, qui vont être très intéressantes à la fois pour le stockage des vins ou des alcools, parce qu'il va y avoir une interaction entre le bois et l'alcool, mais surtout pour nous, quand on va récupérer les coupes de bois et on va les extraire, on va avoir des notes tout à fait nouvelles et très, comment dire, innovantes. On le voit, alors là, je vous ai mis un exemple de caractéristiques de cette filière, où vous partez du bois de chêne, géré avec l'ONF. Donc, pour vous dire, quand on abat un chêne, on a une obligation de replanter 4 arbres pour pouvoir assurer la soutenabilité de la filière. Eux, Séguin Moreau vont utiliser le bois de cœur essentiellement, et ce bois de cœur va générer ces copeaux, c'est ce qu'on appelle les chips en anglais, et ces chips vont être utilisés par nous pour être transformés en différentes qualités que vous voyez là.
sur différents modes d'extraction. Ça peut être des procédés physiques, des extractions de solvants ou des extractions, comment dire, au CO2. Et on va avoir des notes tout à fait différentes et très performantes surtout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un sous-produit comme le copeaux de chêne qui était à la base brûlé ou jeté, non valorisé, va être transformé en ingrédient d'une très haute valeur ajoutée. Certains de ces ingrédients aujourd'hui valent plusieurs milliers d'euros. Donc vous vous rendez compte, un sous-produit qui n'a quasiment pas de valeur, on va le transformer en un ingrédient qui va être très très cher et qui va être, que vous allez retrouver dans tous les produits de l'industrie. Là, je vous ai donné un autre exemple sur la rose, très rapidement, parce que la rose, on peut y faire énormément de choses. On peut valoriser les eaux florales après distillation pour transformer et les recombiner dans l'essence initiale et pour faire un nouveau produit qu'on appelle la rose essential. Mais on peut utiliser aussi les pétales de rose épuisés après distillation et les extraire avec un solvant pour pouvoir en faire un extrait nouveau qui va avoir, en l'occurrence là dans le cas présent, des notes totalement incroyables qui vont être des notes fruitées. Et un des intérêts, là c'est un des intérêts que je voulais vous montrer par rapport à l'essence comment dire, de rose et de la rose essential, c'est que traditionnellement pour faire 1 kg d'essence de rose, vous utilisez 3,5 tonnes de pétales de rose. Avec ce nouveau procédé, vous allez utiliser beaucoup moins de rose, vous allez utiliser uniquement 2 tonnes de rose. Donc on va réduire notre footprint au niveau de l'utilisation de la biomasse, mais surtout on va avoir des meilleurs rendements, on va avoir comment dire, un produit tout à fait différent, beaucoup plus moderne. Vous allez avoir ensuite des avantages connexes qui n'étaient pas recherchés au départ. On va avoir un produit qui va être soluble dans l'alcool, mais aussi un produit qui va être soluble dans l'eau, donc qui va être utilisable en cosmétique sur les bases aqueuses de nos clients cosmétiques. Et puis surtout, on va avoir un produit qui va être 40% moins cher qu'un produit traditionnel. Donc en fait, il y a un ensemble d'avantages qui va être généré par ce qu'on appelle cet upcycling, qui vont être vraiment très intéressants à la fois pour nos parfumeurs, pour les marques, mais à la fin pour les consommateurs. Ce produit était tellement innovant qu'on l'a lancé en 2013 qu'il a gagné le prix de l'ingrédient le plus soutenable de l'année par InCosmétique qui avait lancé le prix à l'époque et qui avait vu tout l'intérêt que ça pouvait représenter pour l'industrie. Alors on a différentes collections. Je ne vais pas vous les lister toutes, le temps presse, et peut-être que ça sera bien de laisser la place à des questions si vous en avez, et surtout si je vous entends, parce que le problème c'est que je ne vous entends pas. Est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des nouveaux projets d'upcycling impliquant d'autres types de matières premières actuellement? Et la deuxième question, c'est avez-vous pensé à structurer l'upcycling dans le cadre d'une démarche globale d'EIT en incluant d'autres parties prenantes? Alors, pour la première question, ça va être très rapide et très simple. On a effectivement des projets de développement de toute cette gamme d'upcycling. La priorité pour nous aujourd'hui, c'est clairement de valoriser toutes les filières que nous avons, sur lesquelles nous sommes intégrés. Donc, sur toutes les plateformes dans le monde où on est intégré avec des partenaires et qui génèrent des déchets, c'est là-dessus qu'on va travailler. Je vous disais tout à l'heure qu'on génère plus de 30 000 tonnes de sous-produits et c'est sur ces 30 000 tonnes de sous-produits qu'on va travailler prioritairement. On a un gros chantier devant nous et donc là, je pense que ça va nous occuper quelques temps. Au niveau, je pense que la deuxième question était plus axée sur, comment dire, sur la possibilité de développer des filières au niveau régional ou local. Oui, on est très intéressé par ça. La question pour nous, c'est que là encore, on génère énormément les rendements d'extraction dans nos produits sont très faibles. En moyenne, on génère 2% de rendement. Donc, pour pouvoir vendre des quantités importantes d'extraits sur le marché, il faut énormément de biomasse. Et donc, il n'y a pas énormément d'industries qui génèrent des quantités de sous-produits qui doivent se compter à la tonne. C'est ça qui est le plus important pour nous. Et dans les projets que je voulais citer, le dernier projet qu'on a eu récemment et qui a donné lieu à un prix que nous avons gagné également en 2020, un prix sur la soutenabilité et l'innovation, c'est un sous-produit issu du curcuma, avec un partenaire qui travaille justement le curcuma pour la curcumine, pour l'industrie des colorants, et qui générait énormément de déchets. Et on a pu travailler avec ce partenaire pour développer un ingrédient tout à fait nouveau, avec des notes nouvelles,
pour nos parfumeurs qui a été très intéressant et qui aujourd'hui est déjà rentré dans plein de parfums alors qu'on l'a lancé au milieu de l'année dernière. Voilà. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à toutes vos questions. Et je voulais remercier donc une nouvelle fois les étudiants et je vous souhaite en tout cas à l'issue de vos études beaucoup de succès et je pense que vous avez devant vous dans les années à venir un immense chantier, beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités parce que l'écologie et l'industriel peuvent se marier et je compte sur vous et on compte sur vous pour nous y aider. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bertrand de Préville, pour vos réponses et pour cet échange stimulant. Question. Elle va nous faire une intervention sur le management responsable dans l'entreprise, où elle va d'abord nous parler de l'aspect théorique et historique, et pour ensuite parler d'un exemple concret que nous pouvons développer chez Firmenich. Donc l'entreprise où je suis en alternance depuis 3 ans maintenant. On va parler donc de cet aspect-là. Bon. Donc, Madame Garito, je vous laisse la parole. Un fabricant, d'huiles essentielles et de produits aromatiques naturels. Elle se situe dans les Bois de Grâce. Donc, Jean-Pascal nous en a parlé tout à l'heure. Donc, nous participons également activement, Firmenich participe activement à la démarche donc éco-responsable initiée par les Bois de Grâce. Je suis ici pour partager avec vous en fait une réflexion, à savoir comment le management responsable rime-t-il avec développement durable. Et on parle ici spécifiquement du développement durable des entreprises, à savoir la RSE. Donc, durant cette présentation, on va essayer de balayer ensemble qu'est-ce que le management responsable, voir également comment le management responsable peut être mis au service de la RSE. Et enfin, comme l'a dit Lona, je souhaiterais partager avec vous un outil de management qui a été mis en place par Firmenich, qui s'appelle le Feedback 360. Je répondrai ensuite à vos questions. Donc, qu'est-ce que le management responsable? Quand j'ai préparé ma présentation, je me suis attachée en fait à voir et surtout à comprendre l'historique du management. Donc, je ne vais pas vous faire un cours sur le management, on ne va pas parler du taylorisme, mais ceci dit, entre le taylorisme et le management 4.0, en passant par toutes les études qui ont été faites sur les impacts sociologiques à l'intérieur de l'entreprise, je voulais partager avec vous un article que j'ai vu et qui concernait, en fait, qui était issu de Henri Fayol, qui date de 1916. Donc, que nous disait ce monsieur-là? Il nous disait que dans le principe de commandement, il y avait 6 valeurs fondamentales, à savoir, alors on va lire ensemble, avoir une connaissance approfondie de son personnel, bien connaître les conventions qui lient les entreprises et ses collaborateurs, donner le bon exemple, réunir ses principaux collaborateurs en des conférences où se prépare l'unité et la convergence des efforts, ne pas se laisser absorber par les détails et enfin viser à faire régner dans le personnel l'activité, l'initiative et le dévouement. C'était il y a plus de 100 ans et pourtant, comme on va le voir, la définition du management responsable reprend déjà tout ça. Donc, qu'est-ce que le management responsable? Le management responsable, si on prend le rôle du manager, le manager ici, dans le management responsable, a un rôle central. Donc, il accorde une attention particulière à toutes les parties prenantes qui sont autour de lui, que ce soit la hiérarchie, les actionnaires, les collaborateurs, les fournisseurs, les clients, vraiment toutes les parties à l'intérieur de la société, mais également à l'extérieur. Le manager responsable a également un souci de vision de toutes ses décisions à long terme. Il ne regarde pas spécifiquement ce qui va se passer à court terme, mais il regarde surtout ce qui va se passer, également ce qui va se passer à long terme. En termes d'adaptation, on peut dire que le manager responsable est en constante adaptation à toutes les évolutions, que ce soit sociétales, économiques, également écologiques évidemment. Ceci dit, il ne perd jamais de vue, puisque nous sommes dans une entreprise, il ne perd jamais de vue le profit et l'efficacité de l'entreprise. Tout ça, tout ce dont on vient de parler, ça
en fait, c'est issu d'une synergie des idées pour développer l'intelligence collective. Tout à l'heure, on en a parlé. Angélique et Ludovic ont parlé de l'intelligence collective, donc avec les différentes entreprises, enfin, une intelligence collective donc d'entreprise. Là, on parle vraiment de l'intelligence collective à l'intérieur d'une équipe, par exemple, ou à l'intérieur d'une société. Donc, quels sont les critères du manager responsable? Donc, le manager responsable a une triple vision, une vision globale, donc avec tous les impacts dont on vient de parler, une vision partenariale et une vision à long terme. Il incarne des valeurs très très fortes, à savoir l'ouverture d'esprit, l'exemplarité, mais également le volontariat. Il détient également des savoir-être essentiels. On appelle ça aujourd'hui les soft skills, à savoir la capacité à communiquer et à décider, la bienveillance et l'empathie, la ténacité et également la remise en question, ce qui est, pour ma part, une compétence vraiment essentielle du manager responsable. L'enjeu ici, c'est de sortir donc du rôle du manager classique, à savoir un rôle très hiérarchique, pour s'ouvrir à tout ce qui l'entoure, tout en respectant les besoins de tous les acteurs, encore une fois internes et externes, et de l'environnement. Maintenant que nous connaissons la définition du management responsable et du manager responsable, voyons comment ce rôle peut être mis au service de la RSE. Donc, si l'on regarde la définition en fait du développement durable au sens strict du terme, au sens écologique, et si on regarde donc la définition du management durable appliquée aux entreprises, à savoir la responsabilité sociétale des entreprises, régie donc par la norme ISO 26000, il y a 3 piliers fondamentaux, à savoir le pilier environnemental, le pilier social et le pilier économique. Donc, de ces 3 piliers, découle une véritable prise de conscience, alors de la part des entreprises, mais également donc, de la part des collaborateurs, sachant que c'est une démarche basée sur le volontariat. Et donc, comme je disais, comme c'est soit de la part des entreprises de la part des entreprises ou à l'intérieur donc d'une équipe ou d'une entreprise, il y a une implication de toutes les parties prenantes internes et externes. C'est une notion vraiment très très forte en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, de vision à long terme, à savoir que ce qu'on fait aujourd'hui aura forcément un impact sur l'avenir. Du coup, avec la définition qu'on a vue donc de management responsable et la définition de la RSE, on retrouve pas mal de termes communs. Donc, avec les actions au quotidien, tout en intégrant en fait les parties prenantes, donc encore une fois internes et externes, on a une implication très très forte, une sensibilisation et une prise de conscience de la part des collaborateurs sur les questions écologiques, sur les questions environnementales. On valorise également les salariés qui évoluent dans un climat de confiance, de bien-être et de reconnaissance, puisque forcément, à partir du moment où une idée est développée, une idée commune est développée, on peut la mettre en œuvre. On met également en place donc une démarche d'écologie industrielle, encore une fois avec la participation active de l'ensemble des acteurs. Alors, ça peut être au sein d'une entreprise le recyclage et la revalorisation des déchets, comme une nouvelle chaîne, par exemple la mise en place d'une nouvelle chaîne d'approvisionnement des matières premières, ou enfin des achats responsables. Ce sont 3 exemples comme ça. Du coup, on peut dire que management responsable et RSE est forcément, enfin, quand on combine les deux, c'est forcément une attitude gagnante. Ceci dit, j'ai voulu aller un tout petit peu plus loin et vous proposer une analyse SWOT sur le sujet qui va essayer de nous éclairer un tout petit peu plus. Voilà. Donc, du coup, l'analyse SWOT, donc c'est forcément les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Quand on combine management responsable avec la RSE, la force, c'est quoi? Les forces, pardon. Donc, vous avez une implication forte de tous les collaborateurs, une meilleure image de marque de l'entreprise et également une instauration d'un climat de bien-être et de confiance. Ce qui donne en opportunité un gain de part de marché ou des gains de part de marché et une émergence de nouvelles façons de travailler. Alors, de valorisation pour les salariés et de revalorisation pour les déchets ou pour les marchandises. À l'inverse, nous avons
quelques faiblesses, je pense que nous avons quelques faiblesses, à savoir la volonté commune. Il faut absolument, pour ma part, une volonté commune pour pouvoir mettre en place la RSE dans une société et pour que le manager puisse en fait évoluer avec son équipe dans ce sens. Il y a également en fait une deuxième faiblesse pour ma part qui est l'engagement des équipes sans compensation complémentaire. Je m'explique. Les équipes donc peuvent partager des idées, on peut les mettre en place. Ceci dit, il n'y aura pas forcément au sein de l'entreprise une compensation, alors pécuniaire certainement, ce qui peut être un frein à la créativité et peut-être une résistance au changement. Et enfin, on en a parlé également, la principale menace que je voyais en termes d'instauration de RSE et en termes de management responsable également, c'est toutes les menaces externes, et on en a eu malheureusement un bel exemple qui est donc la Covid-19. Donc c'est ce que j'ai appelé les turbulences externes au processus. On aura beau peut-être mettre en place quelque chose, être sur notre lancée, ces perturbations et ces turbulences externes peuvent nous freiner dans notre démarche. Du coup, maintenant qu'on a vu tout ça, j'avais envie, en fait, de vous présenter le management responsable chez Firmenich, sachant que c'est très difficile en France. C'est un pays fortement marqué par le taylorisme, donc je pense qu'il faut une bonne dose de cheminement personnel, de dépassement de soi pour se confronter, entendre et surtout accepter les idées des autres quand on est manager. Il y a une des statistiques de Segos qui dit que 87% des managers déclarent pratiquer le feedback, alors que 47% seulement des managers le font réellement. Et c'est surtout, on va dire, un feedback descendant et jamais un feedback ascendant. C'est la raison pour laquelle Firmenich a mis en place le feedback 360. Qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, c'est un outil entièrement digital basé sur le volontariat. Chaque personne qui veut recevoir un feedback de la part de ses collaborateurs en fait la demande au service RH. Pour ma part, je l'ai fait. J'ai fait cette demande en janvier et j'ai reçu donc les résultats de mon feedback. Je vais les partager avec vous tout à l'heure, rapidement. Donc, en fait, voilà, c'est chaque personne qui souhaite obtenir un retour de la part de ses collaborateurs et de ses collègues sur ses points forts et surtout ses points à améliorer. Donc, c'est un questionnaire envoyé à 5 groupes de population que la personne qui souhaite en fait recevoir le feedback choisit. Donc, il y a une auto-évaluation. Ensuite, on choisit des managers, des pairs, des collaborateurs et des clients internes et externes. On est évalué sur 4 sections et 20 critères, à savoir transformer, connecter, performer et sur les objectifs. Et on a en fait pour chaque critère une notation de 1 à 4 et surtout, ce qui est le plus important, des commentaires libres de façon à ce que chaque personne puisse s'exprimer de manière franche, objective et bienveillante. Donc là, vous avez un exemple. Voilà, à côté, c'est le mien, donc concernant les objectifs. Et donc, vous voyez, à chaque fois, on a une notation en fonction des collègues, des managers, pairs, collaborateurs directs et clients. Donc, cet outil-là a forcément, concernant les analyses, donc il y a une communication qui est faite par mail. Et ensuite, donc la personne qui a reçu ces résultats se réunit donc avec son manager et avec le service RH pour un débriefing. Il y a des impacts très très forts donc à cet outil et à cette démarche. L'impact sur la personne qui a demandé le feedback, donc il y a une mise en place d'un plan de développement personnel basé sur les résultats du feedback et les commentaires, et une montée en compétences et une diversification des tâches, puisque forcément, quand on se remet en question, on a envie d'évoluer et donc forcément de diversifier ses tâches. Et il y a également un impact très fort sur le personnel qui a donné le feedback, puisque ce personnel-là a le sentiment d'appartenir en fait à un ensemble, a le sentiment d'être écouté également, et on participe à l'évolution activement, à l'évolution de ses collègues. Donc en conclusion, je voudrais dire que le feedback 360, c'est un outil gagnant-gagnant qui construit une collaboration basée sur la confiance et l'intelligence collective. Avant de passer aux questions-réponses, je voudrais m'adresser aux futurs diplômés ou peut-être aux jeunes managers qui nous écoutent.
la nouvelle génération a vraiment à cœur de respecter l'équilibre pro-perso, a vraiment à cœur de respecter tous les aspects écologiques, environnementaux, sociétaux. Donc, nul doute que vous serez des managers responsables et j'espère vraiment que vous serez de bons managers responsables. Merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je reçois des questions sur le WhatsApp. Un petit instant, le temps que je les lise. En quoi le management responsable a pu influencer le Covid? Malheureusement, à cause du coronavirus, nous avons vu notre façon de travailler complètement changer. À savoir, chez Firmenich, par exemple, on est passé de 140 personnes sur le site à 70 personnes, puisque 50% de la population de Firmenich a travaillé de la maison. Donc là, en termes de management et en termes de management responsable, on a dû revoir complètement notre façon de travailler. J'ai une autre question. Avez-vous pu mesurer les bénéfices de ce mode de management? Alors, management responsable et en même temps feedback 360. Pour ma part, j'ai reçu les résultats il y a un mois de ça. Je ne les ai pas encore partagés avec mon équipe. Je les ai partagés donc avec mon manager et avec le service RH. Ensemble, on a mis en place donc mon plan de développement. Excusez-moi. On a mis en place notre plan de développement, mon plan de développement. Et donc, la semaine prochaine, lors de ma réunion mensuelle, puisque je fais une réunion tous les mois avec mon équipe, je vais partager mon plan de développement. Alors, j'ai deux dernières questions. Comment réagir face à un salarié qui ne coopère pas à cet effort collectif? Comme je disais, c'est une démarche entièrement volontaire. J'ai 10 personnes dans mon service. Je sais que sur les 10 personnes, il y aura peut-être 1, 2, voire 3 personnes qui ne seront pas du tout réceptives à ça. Alors, c'est pas que ce n'est pas facile, hein, je dirais pas du tout ça. Comme encore une fois, il s'agit d'une démarche volontaire, il faut essayer de les amener petit à petit à penser, plutôt que de penser à court terme, d'essayer de penser à long terme et de voir en fait tous les bénéfices qu'ils pourraient obtenir avec des actions donc du présent. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je pense que voilà. Et puis, c'était tout. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et merci à toutes les personnes qui ont organisé ce webinaire. Et merci beaucoup, Madame Garito. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. L'honneur est entre de bonnes mains. Le webinaire touche maintenant à sa fin. Donc, nous allons bientôt le clôturer. Il sera disponible très prochainement sur nos réseaux sociaux. Donc, on vous invite à nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Instagram pour le retrouver. Vous serez donc informés par email de cette publication. On remercie également tous les participants de ce webinaire pour leur temps, pour leur implication, pour leurs échanges, pour toutes les questions qu'ils ont pu apporter et poser à nos intervenants. Nous remercions chaleureusement tous les intervenants, donc les 7 experts de la thématique qui ont pu nous apporter et nous éclairer sur cette thématique, donc l'écologie industrielle. Ils nous ont éclairés par leurs témoignages et nous les en remercions. Merci également à tous mes camarades, donc l'équipe organisatrice, pour avoir mené à bien ce webinaire, donc, et à mon collègue de présentation, Monsieur Koseila, pour sa prestation. Merci également à Olivier Bruno, directeur de l'URL, de nous avoir accueillis dans ces locaux. Dans ces locaux. Merci également à Madame Barbara Magne, chef, notre prof de gestion de projet, également membre du COPIL. Merci aux membres du COPIL pour les services de communication et administrative. Merci à l'université. La société Picking Production pour son professionnalisme et son accompagnement durant cette conférence. Merci à Madame Cézanne, qui malheureusement ne peut pas être présent, mais qui nous a aidés tout au long de cette conférence, qui
On aurait voulu qu'elle soit présente parmi nous, mais on pense à vous, madame. Je remercie également les étudiants, je pense à Tariq, je pense à Victoria, qui se sont donnés corps et âme pour cette édition. Et malheureusement, heureusement, voilà, merci à vous tous. Et vas-y, je t'en prie. On remercie également toutes les organisations qui ont pu soutenir cet événement, comme par exemple le GREDEC de Sophia Antipolis, qui nous a permis de nous organiser en nous accueillant dans leur amphithéâtre. On espère qu'on n'a oublié personne, mais on tient finalement à remercier tous les étudiants de la promotion du M1 et du M2 donc pour leur contribution. Et nous espérons pouvoir vous retrouver l'année prochaine dans des conditions plus favorables et plus agréables et en présentiel. Donc à présent, je vous laisse quitter le webinaire, nous laisser des dernières questions auxquelles on pourra vous répondre par retour de mail. Et je vous laisse quelques minutes pour pouvoir quitter ce webinaire. Bonne journée à tous et merci encore d'avoir assisté à cette conférence. Merci.